Mais bonjour à tous, bienvenue, et je suis très content de voir que les gens de la semaine dernière sont revenus cette semaine, c'est plutôt bon signe. Je vous remercie de l'intérêt pour ce que je tente les discours que je tente de diffuser dans la société française, politique et opinion publique. Deux, trois éléments de home cleaning. Donc j'ai mis la semaine dernière, en fin d'après-midi, les slides, les diapos, je ne sais pas comment on dit, on m'a traité de boomer la semaine dernière quand sur Twitter, j'ai dit que j'avais mis mes transparents sur ma page web. Donc si vous avez sur ma page web de TSE, des transparents de la semaine dernière, et cet après-midi, si Kathleen, qui sera la personne qui fera le séminaire à 11h, accepte de mettre aussi ces transparents, vous aurez en fin d'après-midi, peut-être demain matin, j'espère avoir le temps, de double jeu de slides, les miennes et celles de Kathleen. Voilà, le premier élément. Donc, par ailleurs, vous avez compris, comme la semaine dernière, donc on a une première heure de cours donnée par mois et puis une heure de séminaire donnée par un invité. Cette fois-ci, ça sera Kathleen Schubert, ma collègue de la Paris School of Economics, qui est une... Enfin, je l'introduirai tout à l'heure. Donc, ce que je vous ai raconté la semaine dernière, c'est une méthode pour essayer de déterminer ce qui est socialement désirable d'un point de vue de changement climatique. Évidemment, il y a à peu près toutes les actions de réduction des émissions de CO2 ont d'autres impacts sur la société que simplement les réductions de ces émissions de CO2. Je vous ai présenté un certain nombre d'exemples, je n'y reviens pas. Et cette méthode, c'est simplement c'est trivial dans le concept, c'est on va comparer les coûts de l'action avec les coûts sociétaux de l'action avec les bénéfices sociétaux de l'action, et on va déterminer si les bénéfices sociétaux sont supérieurs aux coûts sociétaux. Et si c'est le cas, on va dire que cette action est socialement désirable. Alors évidemment, quand je dis ça, c'est un peu un principe. Derrière, je vous ai tenté de vous faire passer la semaine dernière l'idée que pour faire cette analyse coût-bénéfice, il faut mettre des valeurs sur les choses. Et en particulier, il faut mettre une valeur sur le carbone. D'accord ? Quel est le bénéfice sociétal de réduire d'une tonne de CO2 nos émissions en France en 2022 ? C'est une question importante que je tenterai de résoudre dans les semaines à venir. Aujourd'hui, je vais me concentrer sur autre chose. Imaginez qu'on eût été capable aujourd'hui en France de déterminer l'ensemble des actions possibles de réduction des émissions de CO2 et pour chacune d'entre elles, d'avoir fait cette analyse coût-bénéfice. Et donc, on serait capable de voir effectivement si, moi, demain matin, je dois prendre mon vélo pour aller au bureau plutôt que de prendre ma voiture ou les transports en commun, avec des coûts et des bénéfices privés et sociétaux de toute nature. Donc, on fait ça pour la myriade d'actions vertes possibles, contrôlées, pilotées par une myriade d'acteurs économiques. Les consommateurs, les producteurs, l'État, j'en passe et des meilleurs. Donc imaginez qu'on était capable de faire ça, de déterminer l'ensemble des actions possibles et de déterminer en particulier parmi ces ensembles d'actions possibles, celles qui sont socialement désirables. Et je n'ai pas besoin de vous rappeler qu'étant donné que la plupart de ces actions ont un certain coût sociétal, toutes ces actions vertes ne sont pas nécessairement socialement désirables parce que les bénéfices sociétaux sont inférieurs aux coûts sociétaux. Donc maintenant, la question que je vais étudier avec vous, c'est de savoir comment organiser la société pour faire en sorte que les actions qui sont socialement désirables, notamment dans le cadre du changement climatique, et je vais évidemment aujourd'hui me concentrer sur le changement climatique, vous l'avez compris, comment organiser la société pour faire en sorte qu'effectivement toutes les actions vertes socialement désirables, contrôlées par ces myriades d'agents économiques, sont effectivement mises en œuvre. D'accord ? Comment on fait ? Est-ce qu'il faut faire la révolution ? Est-ce qu'il faut changer les lois ? Est-ce qu'il faut bannir certaines actions, certains comportements ? Voilà, comment on fait ? Et vous avez plein de gens qui ont plein d'idées là-dessus. Vous avez des gens qui disent changeons le système. Changeons le système. Bon, la faute du changement climatique, c'est le capitalisme. Donc, abandonnons le capitalisme.
La faute est à la démocratie. La démocratie, c'est la dictature du présent. Abandonnons la démocratie pour donner le pouvoir aux générations futures. Comment voilà. En tant qu'économiste, je partage le point de vue qu'il y a peut-être des solutions moins attentatoires aux libertés. Je vais essayer de vous expliquer ça aujourd'hui. Donc, pour synthétiser un petit peu et dichotomiser, si vous voulez, le débat, il y a deux types de réponses, il y a deux grandes classes de réponses à la question comment organiser la société pour affronter le défi climatique. La première grande classe de solutions, c'est la planification économique, les interdits, les normes, les standards. Et puis l'autre option, l'autre grande classe d'action possible, c'est la solution prônée par les économistes, c'est celle qui consiste à mettre un prix uniforme sur le carbone. Je vais y revenir dans quelques instants. Donc, cette planification économique, c'est la première solution, celle où on va organiser la société en fait, le petit père du peuple omniscient, omniprésent, étant capable de regarder chaque action et dire ben, celle-là étant positive, on va demander aux gens qui la contrôlent de l'exécuter. Cette problématique, cette solution, elle impose, enfin, elle est assez compliquée à mettre en œuvre, vous l'avez compris, à nouveau en particulier, le fait que l'État ne soit pas omniscient et omnipotent. On a effectivement les difficultés pour faire en sorte que demain matin, s'il est essentiellement désirable que je prenne le vélo plutôt que ma voiture, de m'obliger, que j'exécute cette action si à titre personnel, ce n'est pas mon intérêt, notamment parce que demain matin il va pleuvoir et que j'ai oublié mon manteau à la maison. Donc ça, évidemment, pour faire ça, il faut une quantité d'informations assez invraisemblable. Rappelez-vous tous les exemples que je vous ai donnés la semaine dernière, et il y en a une myriade d'autres. Donc c'est assez compliqué pour l'État d'effectivement contrôler ça. Ça pose des questions de préservation des libertés, bien entendu. Et puis, c'est la plupart des actions que l'État est effectivement capable de mettre en œuvre dans cette orientation-là, elles sont, la plupart d'entre elles, à large spectre. Elles ne visent pas suffisamment les efforts de réduction des émissions de CO2. Je vous donne un exemple. Une des solutions mises en œuvre en France pour réduire les émissions de CO2 dans le secteur de l'automobile, c'est de faire un système de bonus-malus. Donc les gens qui veulent vraiment acheter un SUV, ils vont payer 20 000 € de plus. Je ne sais plus quels sont les chiffres des dernières réformes. Ils vont payer beaucoup d'argent pour être autorisés d'acheter un SUV. Et cet argent, on va l'utiliser d'ailleurs pour faire des bonus pour les gens qui achètent des voitures électriques. Ça, c'est effectivement un système d'incitation qui, concrètement, va réduire le nombre de SUV sur la route. Il y a moins de gens qui pourront s'acheter un SUV puisque leur prix sera plus élevé. Néanmoins, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est les SUV émettent beaucoup de CO2 et on va essayer d'inciter les gens à acheter moins de SUV. Mais après tout, la question n'est pas tellement la question de la SUV. Ce n'est pas la SUV en lui-même qui fait le mal. C'est les émissions de CO2 de ces SUV qui font le mal. Et si j'ai un acheteur potentiel de SUV qui utilise sa voiture une fois par semaine pour aller acheter ses croissants à la boulangerie à 5 km de chez lui, finalement, est-ce que c'est vraiment dommageable pour la société que cette personne achète un SUV? Il reste dans sa voiture la plupart du temps. Ce qu'on voudrait viser, évidemment, c'est les SUV de conducteurs qui utilisent massivement leur voiture thermique pour les inciter à aller dans des modes de mobilité plus sobres. Vous voyez, donc la solution bonus-malus, elle va dans la bonne direction, mais elle est à large spectre. Elle ne vise pas vraiment les gens qui émettent beaucoup de CO2 avec leur SUV. Elle vise tous les propriétaires de SUV. Donc on ne cible pas suffisamment cet instrument bonus-malus, il ne vise pas suffisamment l'objectif qui est recherché. Un autre exemple, c'est inciter ma prime rénov', l'incitation à une meilleure isolation thermique des bâtiments. C'est sûr, ça réduit les émissions de CO2, mais est-ce qu'on a vraiment besoin de mettre la priorité, d'agir massivement dans ce secteur, en particulier pour les ménages qui se chauffent des salles d'électricité qui elle-même est produite par des techniques qui sont essentiellement décarbonées?
Ben, ça se discute en tout cas, vous voyez, c'est pas complètement évident. C'est un instrument qui est utile, mais il n'est pas parfaitement ciblé sur l'objectif de réduire les émissions de CO2 dans le secteur résidentiel. Et par ailleurs, il y a des tas de coûts cachés. Quand on parle d'interdit, il y a des gens qui disent dans 15 jours, j'invite le président de RTE à venir présenter son rapport sur zéro émission nette 2050. Un des grands sujets, j'imagine, va nous exposer, je travaille avec lui et je sais ses préoccupations, c'est la première, et puis c'est une préoccupation de société qui est importante et qui va devenir de plus en plus prégnante dans les mois à venir et dans les années à venir. C'est le problème de la sobriété. Parmi les solutions de la sobriété, il y a imposer des restrictions sur les températures ambiantes dans les appartements des ménages français, de nos concitoyens. Là aussi, réduire la température, d'abord forcer à limiter la température, est-ce que c'est vraiment utile quand la source d'énergie est décarbonée? Une question. Autre problème, il y a des coûts cachés. Bien entendu que les gens ils préfèrent pouvoir adapter leur thermostat à leurs besoins de confort. Donc, cette chose a un impact sur le confort. C'est un coût caché, ce n'est pas un coût en euros, mais c'est un coût caché dont il faut tenir compte. Exactement comme la semaine dernière, quand je vous ai parlé de passer la vitesse maximum sur autoroute de 130 à 110, il y a des coûts cachés qui est, pour aller du point A au point B, on va mettre 2 heures de plus. D'accord ? Et ça, c'est un coût, le temps, c'est de l'argent. Ce n'est pas qu'un slogan, c'est une réalité. Donc, par ailleurs, il y a une problématique d'acceptabilité sociale. Alors, je sais que quand je dis ça, j'ai des réactions assez vives sur Twitter, notamment. Les ruraux, en moyenne, ils émettent plus de CO2 que les citadins. Parce qu'ils doivent plus se déplacer. Un appartement, ça consomme moins d'énergie pour se chauffer qu'une maison, une ferme isolée dans la campagne au bord de la rivière. Voilà, donc est-ce qu'on va demander plus aux ruraux qu'aux citadins? C'est des choses qui sont assez compliquées et dans tous ces cas, dans toutes ces illustrations, il y a des problématiques à la fois de coûts cachés et associées d'acceptabilité sociale. Donc vous voyez, c'est assez compliqué. Je reviendrai sur en particulier la problématique de transition énergétique et inégalité sociale. C'est mes dernières transparences ce matin. L'option 2, c'est utiliser, alors je suis d'accord que ce n'est pas la panacée universelle, mais ça en fera beaucoup du chemin. Je sais ce que je vais essayer de vous convaincre dans les minutes à venir, c'est d'utiliser l'instrument d'un signal prix. Dire aux ménages, aux citoyens, vous voulez mettre du CO2, ça a un impact sur autrui, ça a un impact négatif sur le bien-être des gens, présents et futurs. Mais si vous voulez vraiment le faire, vous allez payer le prix de ce dommage. De manière à faire internaliser à chacun ce dommage qu'il engendre pour autrui. Si on lui demande de payer le prix correspondant à ce dommage, ça sera donc comme s'il était lui-même victime de son propre mal. Alors que dans la réalité, s'il n'y a pas de prix du carbone, vous émettez du CO2 et ça impose un mal à autrui. D'accord ? Donc en imposant un prix correspondant au dommage, vous alignez les intérêts privés avec l'intérêt général, puisque vous faites comme si vous allez faire en sorte que chacun réalise les dommages qu'il impose aux autres parce qu'il en payera le prix. C'est le principe du pollueur-payeur. D'accord ? Ce n'est rien d'autre que ça, principe pollueur-payeur qui est massivement soutenu par la société française. Quand vous faites des sondages là-dessus, tout le monde est d'accord pour dire qu'il faut faire payer les pollueurs. Alors, par contre, quand c'est vous le pollueur, il y a une petite hésitation. Donc voilà, faisons payer le prix. Et si effectivement ce prix est égal à la valeur carbone, si ce prix est égal à la valeur carbone, celle dont j'ai parlé la semaine dernière, le niveau de la valeur carbone, rappelons-nous ce que c'est, c'est la valorisation du dommage engendré par une tonne de CO2. D'accord ? Donc si vous mettez un prix correspondant,
à cette valeur carbone qui est compatible avec l'objectif global, par exemple, de 2 degrés Celsius, vous allez faire en sorte que chacun va, dans sa propre évaluation nombriliste, individualiste, sans aucun des personnes qui, la plupart, n'ont pas vraiment de volonté d'agir et de se faire des sacrifices pour réduire les émissions de CO2, ben, comme ils vont payer un prix qui est égal à cette valeur carbone, ben, ils vont, par pur intérêt personnel, faire l'analyse co-bénéfice que je vous ai présentée la semaine dernière. Mais la semaine dernière, je vous l'ai présenté sous l'angle de l'intérêt général, où j'ai additionné tous les coûts sociétaux supportés par tous les agents économiques présents et futurs et tous les bénéfices sociétaux bénéficiant à l'ensemble des populations présentes et futures. Ici, je vous dis, ben, le problème, c'est le problème des externalités. Quand vous émettez une tonne de CO2, les dommages sont pour autrui et vous n'êtes pas incité à tenir compte de ces dommages dans votre décision de prendre votre voiture ou d'acheter un SUV ou de vous chauffer au fioul, etc., etc. Donc, vous voyez, quand on met un prix sur le carbone, on donne à chaque individu, à chaque acteur, à chaque émetteur de CO2, l'incitation à faire exactement le calcul qui est socialement désirable. D'accord ? Et donc, de cette façon, on décentralise le processus de décision de réduction des émissions de CO2 en alignant la myriade d'intérêts particuliers avec l'intérêt général, si effectivement on impose à tous un prix uniforme correspondant aux dommages engendrés par ce CO2. D'accord ? Ça, c'est une idée qui est massivement aujourd'hui acceptée et soutenue par les économistes dans le monde entier. D'accord ? Il y a, je vous en parlerai dans un transparent suivant. D'accord ? Donc, l'idée à retenir, c'est signal-prix. On envoie à chaque agent un signal-prix qui dit, mais si vous voulez faire ça, il faut que si vous faites ça, on va engendrer un sacrifice pour la société dans son ensemble, les dommages climatiques. Et on vous demande d'en tenir compte. Et au lieu de se mettre à genoux pour supplier les gens de le faire, eh bien, on utilise le signal-prix. On dit, vous voulez le faire, vous devrez payer pour. D'accord ? Donc ça, c'est l'idée qui est aujourd'hui proposée, soumise au débat politique, au débat démocratique et soumise aux décideurs publics pour effectivement organiser la société de manière à atteindre l'objectif politiquement fixé, démocratiquement fixé, par exemple, 2 degrés Celsius ou moins 55% en 2030, ou que sais-je encore. D'accord ? Dès lors que vous mettez un prix sur le carbone qui permette d'atteindre cet objectif, eh bien, vous êtes en fait dans une situation de laisser les agents économiques agir librement, mais avec une règle de responsabilisation, d'incitation pour atteindre cet objectif collectif. Alors, c'est une vieille idée. C'est une idée qui est développée par Arthur Pigou dans un livre qui est sorti il y a maintenant 102 ans, en 1920. Arthur Pigou était un excellent économiste de l'université de Cambridge qui a écrit un livre en 1920 qui explicite précisément ces questions. Alors, ce n'était pas l'histoire du changement climatique parce qu'il y a plein d'autres sujets qui ont la même nature. C'est la problématique de l'externalité, ce sont toutes les actions d'agents économiques qui conduisent au fait qu'elles engendrent des impacts qui ne peuvent pas être contractualisés, qui ne peuvent pas être l'objet d'un contrat de compensation. D'accord ? Toutes les pollutions, beaucoup de problématiques de pollution sont de cette nature-là, et en 1920, dans la région de Londres, comme beaucoup d'autres endroits dans le monde, il y avait encore plus de problèmes de pollution qu'aujourd'hui. Donc, la première économiste à s'intéresser à ces questions et qui a montré qu'en fait, ces problèmes d'externalité conduisaient à une défaillance majeure du marché. Et mon collègue Nick Stern nous dit, en fait, le changement climatique, c'est la méga externalité qu'on n'a jamais rencontrée dans l'histoire du monde. Et c'est celle que maintenant nous devons résoudre collectivement. Quand je dis collectivement, c'est l'ensemble des habitants de cette planète présent et à venir. Donc, non seulement il observe que ces problématiques d'externalité conduisent
à une défaillance des marchés. Le laisser-faire, laisser-aller ne fonctionne pas, va conduire à un excès de pollution parce que les agents économiques ne font pas cet effort de tenir compte des impacts sociétaux de leur comportement privé. D'accord ? Donc non seulement Arthur Pigou observe le problème et en même temps fait des propositions pour résoudre ce problème. Et la proposition qu'il fait, c'est précisément celle d'un prix du carbone. Et dans son esprit, c'était la solution de la taxe carbone. Il fallait que pour faire payer le prix aux pollueurs, eh bien, il suffit de mettre une taxe sur les émissions de ces polluants. D'accord ? Deuxième, donc ça c'est l'élément majeur, c'est un élément, une idée absolument majeure qui aujourd'hui est enseignée. Moi j'enseigne en première année de licence de Toulouse et c'est pratiquement le premier cours la première séance de cours, c'est de expliquer, regardez les marchés, ça ne fonctionne pas. Donc ça les surprend un petit peu parce que les étudiants de première année pensent tous que les économistes à Toulouse pensent que les marchés sont la panacée universelle pour réduire tous les problèmes du monde. C'est bien sûr pas du tout le cas. Donc deuxième élément historique, c'est Ronald Coase, mon collègue de l'université de Chicago, qui en 1960 critique Pigou et qui dit en fait non, pas du tout une défaillance de marché, c'est une défaillance de la société. C'est la société qui n'a pas été capable d'instaurer des droits de propriété sur les choses. Il y a des choses qui appartiennent à tout le monde et comme ça appartient à tout le monde, en fait, ça appartient à personne et donc tout le monde peut décharger et créer des problèmes détériorer ses biens collectifs. Et donc la solution de Ronald Coase, c'est de dire mais non, le problème, la solution, c'est pas de mettre une taxe, c'est de définir des droits de propriété. Et ça conduit à l'autre grande idée, à l'alternative au prix du carbone. La première solution, c'est une taxe. La deuxième solution, c'est d'instaurer des droits à polluer. Les droits à polluer, c'est une solution qui consiste à dire ce bien collectif qui est la qualité de l'air, eh bien, vous voulez l'utiliser, vous voulez la consommer, mais vous devez payer pour cette consommation de ce bien collectif. Donc on alloue le droit de propriété à la communauté et on autorise les agents économiques à consommer ce bien collectif. Donc ça, cette solution, c'est le marché européen des permis d'émission négociables, le European Trading Scheme, ETS, sur lequel je reviendrai dans quelques minutes. Alors, les économistes ont glossé pendant 50 ans. J'ai passé essentiellement ma carrière sur le changement climatique à entendre, mais que beaucoup d'économistes disent « Ah oui, alors est-ce que la bonne solution c'est une taxe ou la bonne solution c'est un marché de permis ?» Sans incertitude, c'est kiff-kiff. Si vous avez un objectif en quantité, par exemple, moins 55% de réduction des émissions de CO2 en 2030, c'est un objectif en quantité, mais je vous ai expliqué la semaine dernière que vous pouvez faire un marché de permis qui va vous dire on va délivrer, on va mettre sur le marché la quantité de permis qui correspond exactement à la réduction de 55% en 2030 par rapport à 1990, ou bien on peut mettre un prix sur le carbone, une taxe carbone, qui sera mise au bon niveau de manière à ce que, à ce niveau-là, on atteigne une réduction de 55% des émissions de CO2. Donc, les deux systèmes sont parfaitement équivalents d'un point de vue théorique dans l'hypothèse de l'absence d'incertitude. Je reviendrai la semaine prochaine, pour vous expliquer que quand il y a de l'incertitude, c'est beaucoup plus compliqué. Donc voilà, ce que je vous disais dans le transparent précédent. Les économistes ne sont pas d'accord sur grand-chose. Il y avait un article dans The Economist la semaine dernière qui expliquait que finalement, par rapport à il y a 10 ans, les économistes sont beaucoup plus d'accord sur plein de choses qu'ils ne l'étaient il y a 10 ans. Mais ce qui est en tout cas très clair, c'est qu'il y a un énorme consensus parmi les économistes pour l'idée qu'il faut, si on veut résoudre le problème du changement climatique, il faut nécessairement passer par un prix du carbone. Alors il reste des degrés de liberté sur est-ce qu'il faut rajouter des instruments en plus que le prix du carbone. Là, il y a des clivages entre les deux côtés de l'Atlantique sur la réponse à cette question. On pourra en discuter un petit peu, peut-être que Kathleen voudra en parler un petit peu. Donc, juste un exemple, il y a 3 ou 4 ans maintenant, au moment où je sortais mon livre « Le climat après la fin du mois », était sorti un statement, une pétition spécifique aux États-Unis, aux économistes académiques américains,
pétition qui dit qu'il faut un prix du carbone. Il faut qu'aux États-Unis, on mette un prix du carbone, et leur solution, c'était un marché de permis. Et donc cette pétition, elle est signée par essentiellement tous les prix Nobel d'économie américains, tous les présidents de la Fed vivants, présents et passés, encore vivants, enfin bref, les chief économistes de la Maison-Blanche, j'en passe et des meilleurs. Et évidemment une myriade d'économistes dans les universités américaines. Donc là, il y a un énorme consensus là-dessus. C'est vrai que c'est un message qui passe mal dans l'opinion publique. Dire, au fond, l'État, il n'a pas à décider lui-même, il faut laisser les acteurs économiques à s'adapter à la prise en compte, à l'intégration de cet élément de changement climatique à travers ce signal prix. Puis l'État, il n'est pas omniscient, il n'est pas omnipotent, il n'est pas capable de dire si un sidérurgiste X devrait passer du charbon à l'électricité pour produire ou de l'hydrogène pour produire de l'acier. Donc, où est-ce que j'en étais? Excusez-moi, j'ai un petit trou. Oui, c'est ça. Pourquoi ça ne passe pas dans l'opinion publique? Parce que la plupart des gens ne comprennent pas que les vecteurs prix, les prix affectent nos habitudes de vie, nos modes de vie. Nos modes de vie sont massivement impactés par les prix. Je vais vous présenter dans un transparent suivant. Du coup, je peux le faire maintenant peut-être en fait. Regardez par exemple la structure automobile, ouais, c'est ça, la structure du parc automobile aux États-Unis et en Europe. Je regardais ce matin dans le RER pour venir. Vous savez quel est le prix du litre d'essence aux États-Unis aujourd'hui? C'est marqué là. 85 centimes d'euros le litre. Et ça a été vrai depuis, vous comparez ces deux courbes, la courbe verte et la courbe noire, c'est l'évolution des prix de l'essence, axe de gauche, le prix de l'essence en France, aux États-Unis, en euros par litre. Globalement, aux États-Unis, depuis 50 ans, le prix de l'essence est 2 fois plus faible à la pompe aux États-Unis qu'en Europe. Et la conséquence, c'est les deux courbes plus épaisses, c'est l'efficacité des parcs automobiles, c'est-à-dire le nombre de kilomètres parcourus par litre, colonne X de droite. Et vous voyez qu'en Europe, l'efficacité du parc automobile en Europe est essentiellement au moins 50% supérieure à celle qui prévaut aux États-Unis. Alors, quand j'ai une politique de gauche qui vient, avec qui je suis une discussion sur France Inter, elle me dit « Oh, mais non, ça c'est la culture américaine. » Un peu court. Enfin, je veux dire, je suis d'accord que ce n'est pas une preuve, mais en tout cas, regardez cette incroyable corrélation entre le signal prix et le comportement en termes de, ici, structure du parc automobile. Mais je peux vous donner des tas d'autres exemples, et j'en ai donné à nouveau dans mon livre « Le climat après la fin du mois ». Le prix du livre, j'en ai parlé à ma leçon inaugurale. Une des raisons, alors là je parle sous le contrôle des historiens du Collège de France, peut-être j'ai tort, mais une des raisons un des éléments qui ont enclenché la Renaissance, c'est le livre, c'est l'accès à la culture, l'accès à la connaissance. D'accord ? Gutenberg, dans les années 1450, au milieu du XVe siècle, invente l'imprimerie et divise par un facteur 300 le prix du livre, l'accès à la connaissance. Et ça enclenche, ça c'est un élément enclenchant, un élément déclencheur de la réforme et la Renaissance. Dans la réforme, les gens se sont mis à lire la Bible. Donc ça, c'est un effet prix. Donc on change la structure des prix relatifs et vous avez une transformation massive d'abord des modes de vie et puis là carrément de la structure de la société, de la société dans laquelle on vit. Un autre exemple rapide, j'ai différents papiers là-dessus assez intéressants, c'est regarder le prix de la lumière. Combien ça coûte d'avoir de la lumière?
Au XVIIIe siècle, vous utilisiez l'huile de baleine, très très chère, hein, pour les plus riches, et puis les plus pauvres utilisaient du suif ou je ne sais pas quoi, un peu moins cher, mais enfin quand même extrêmement cher, pour avoir la lumière le soir, pour lire ou pour faire la fête. On est passé en 2 siècles et demi de ces trucs très chers au LED. Le LED, c'est infiniment, enfin la lumière de la LED est absolument incroyable. C'est un facteur. Je crois que le prix du lumen de LED plutôt que du lumen de l'huile de baleine, c'est un facteur 3000. Eh bien, on est passé d'une planète de ténèbres à une planète de lumière. C'est pas Pesquet qui va vous le rappeler. On a complètement transformé la façon dont on vit avec la lumière. Un facteur 1000, excusez-moi. Donc, j'espère que je vous ai convaincu que même si à court terme, les gilets jaunes vous disent l'essence est plus chère, mais je ne peux pas, je suis coincé avec mon véhicule et simplement je suis totalement incapable de changer mon comportement. Donc, si vous doublez le prix de l'essence, je vais avoir un impact terrible sur mon pouvoir d'achat. À long terme, toutes les études économiques vous disent qu'augmenter le prix de l'énergie implique une baisse de la consommation d'énergie. Alors, on a des exemples assez concrets. Hein, les chocs pétroliers successifs, en positif et en négatif, vous montrent comment ça a eu un impact sur les décisions de chauffage, de mobilité, de localisation des citoyens français depuis 50 ans. Alors, effectivement, ce sont des évolutions qui sont lentes. Changer votre SUV par une petite voiture Twingo, ça met du temps. Et puis, mettre au rencard un véhicule que vous avez acheté 4 ans, ça pose quand même un certain nombre de problèmes, notamment de pouvoir d'achat. Donc voilà, à long terme, il y a ce que les économistes appellent l'élasticité prix de la demande. Hein, et ça veut dire de combien de pourcents l'élasticité prix de la demande, c'est de combien de pourcents la demande baisse lorsque le prix augmente de 1%. Alors, il se fait que, on peut discuter des pays, des types de modes de vie, mais ce que les économistes ont observé depuis 50 ans, pour la demande d'énergie, c'est qu'une hausse de 10% du prix de l'essence réduit de 8% la consommation d'essence à long terme. D'accord ? Donc, vous voyez que c'est peut-être moins puissant que le prix du livre ou le prix de la lumière, mais c'est quand même considérable. Donc, en agissant sur le prix, vous réduisez à long terme la demande. D'accord ? Donc ça justifie le lien qu'on peut faire entre l'objectif, par exemple, de 55% de réduction des émissions de CO2 et le montant du prix du carbone qui va induire cette réduction. D'accord ? Comme si cette relation existe, elle est relativement forte, voyez bien qu'en agissant sur le prix, vous agissez sur les émissions. Un autre exemple très concret, c'est l'Angleterre, la Grande-Bretagne, il y a une dizaine d'années, a décidé d'agir massivement pour que l'électricité britannique ne contienne plus d'électrons produits par du charbon. Alors, il y a la solution du marché ETS qui a été mis en place en Europe en 2005, mais les Britanniques ont constaté que ce prix de l'ETS allait rester trop bas pour atteindre l'objectif de l'élimination du charbon du mix électrique anglais, et a donc décidé de surtaxer, de rajouter en sus de l'obligation des producteurs électriques anglais l'obligation d'achat de permis d'émission. Ils ont imposé une taxe supplémentaire sur les émissions de CO2. Et ça a permis en 10 ans d'éliminer quasi complètement l'utilisation du charbon pour produire de l'électricité de l'autre côté du Channel. D'où le Hinkley Point, par exemple, la construction un petit peu de nucléaire pour le mix électrique anglais. Alors ça, c'est un transparent un peu compliqué, je ne vais pas passer trop de temps, mais ce que ce transparent vous dit, c'est pour plein de pays, c'est mes collègues de l'OCDE qui ont
Et puis des travaux qui ont été repris, non, pardon, c'est Banque mondiale ou le FMI, mais ça a été repris dans les rapports Stern-Stiglitz de 2017. Ce que ça fait, c'est ça regarde pour différents pays, utilisant des modèles qui regardent les coûts marginaux d'abattement et les coûts par tonne de CO2 évité, et regarde pour un prix du CO2 uniforme dans le pays de 35 $ ou de 70 $ par tonne de CO2, à long terme, quel serait l'impact d'un tel prix sur la réduction des émissions de CO2 du pays, exprimé en pourcent des émissions de CO2. Donc, par exemple, si je prends la France, la France, elle est là. Eh bien, alors, le bleu, c'est 35 $ et le bleu plus le rouge, c'est 70 $. D'accord ? Donc, donc, le modèle dit si on impose un prix uniforme du CO2, de la tonne de CO2 en France, on pourrait à long terme, à 70 $, donc 60 €, quelque chose comme ça, on pourrait réduire à long terme de 15%, de 13% les émissions de CO2 en France. Okay. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir que c'est très hétérogène d'un pays à l'autre. On sait bien pourquoi en France, la France ne va pas pouvoir faire beaucoup avec un prix de 60 €. Pourquoi ? Parce que une grosse part des émissions de CO2 dans beaucoup de pays, c'est la production d'électricité. Et en France, on a déjà fait les efforts, on les a fait pour d'autres choses, l'indépendance énergétique, mais dans les années 80 et 90, on a construit le parc nucléaire français, et donc quand on dit on va réduire de 55% en 2030 par rapport à 1990, alors ça franchement les Français ils ont mal négocié, parce qu'ils auraient dû faire par rapport à 1980 ou 1970, ce serait encore mieux, parce que eux, le chemin de réduction des émissions de CO2 en France dans ces années-là, 80-90, a été absolument considérable. Et ça, c'est pas compté. Donc les Français, ils ont déjà décarboné le secteur qui est le plus émetteur de CO2, c'est le secteur de l'électricité. Et donc, un prix de CO2 même élevé, 60 € la tonne de CO2, c'est relativement élevé par rapport à ce qu'on a été capable de faire politiquement dans différents pays, ça ne va pas très très loin. Et on est très loin. On est très loin de l'objectif de 55% avec un prix comme ça. Par contre, dans d'autres pays, j'imagine l'Allemagne, je ne vais pas regarder l'Allemagne, la colonne juste en dessous, eux, ils en font beaucoup plus. Ils réduisent de plus de 25% leurs émissions de CO2 avec une telle taxe. Mais eux, parce que, c'est ça, ils ont, avec un prix, rappelez-vous, pour remplacer le charbon par du gaz naturel, il faut que le prix soit autour de 30, 35, 40 € la tonne de CO2 pour que les industriels soient naturellement incités à remplacer le charbon par le gaz naturel, parce que le charbon devient non compétitif avec un prix comme ça sur le marché ETS. Puis je vous rappelle, pour produire 1 kWh, le charbon implique beaucoup plus de CO2 émis que le gaz naturel. Et donc quand vous faites monter le prix du carbone sur le marché, ou de la taxe carbone, vous pénalisez les deux sources d'énergie, parce que toutes les deux sont émettrices de CO2. Donc vous rendez plus compétitifs les énergies renouvelables, mais aussi vous rendez relativement au charbon le gaz naturel plus compétitif. D'accord ? Donc voilà. Donc, à nouveau, le prix c'est une autre illustration du fait qu'en imposant un prix sur le marché, vous incitez certaines technologies à disparaître naturellement parce qu'on n'y fera plus d'investissement. OK. Alors ça aussi, ça c'est de l'OCDE par contre, oui. Donc l'OCDE vend depuis 3-4 ans un graphique comme celui-là, qui reprend pour les 42 pays membres de l'OCDE et du G20. Donc là-dedans, il y a plein de choses. Il y a la Chine, et il y a la Russie, etc. Il regarde chaque tonne de CO2 émise dans ces 42 pays et regarde à quel prix ces tonnes de CO2 sont exposées. Par exemple, en France, la tonne de CO2 émise par les moteurs de voitures thermiques supporte un prix de 44 € la tonne de CO2 évitée. C'est la taxe carbone qui existe en France, qui a été bloquée, gelée par le mouvement des Gilets jaunes. Mais en plus, il y a d'autres taxes qui se rajoutent, des axes qui se rajoutent sur l'essence
l'essence achetée à la pompe, ce qui fait qu'aujourd'hui, si on intègre tout ça en disant que c'est un prix de carbone, hein, les conducteurs français sont exposés à un prix du carbone qui est très élevé, sans doute 150, 200, je n'ai pas fait les calculs, mais c'est beaucoup plus que les 44 € la tonne de CO2, étant donné l'existence d'énormes montants de taxes qui pèsent sur cette énergie pour la mobilité. Et donc vous faites ça pour vous regarder toutes ces tonnes de CO2 émises par le conducteur de Chine, la chaudière résidentielle aux États-Unis. Et pour chacune de ces tonnes de CO2, vous allez mettre ces tonnes de CO2 de 0 à 100% de ces émissions, le niveau du prix implicite du carbone auquel ils sont confrontés. Ce que ce transparent vous dit, c'est que dans ces 42 pays de l'OCDE, et donc les pays riches de la planète, malgré qu'on y soit riche, eh bien, 50% des émissions de CO2 ne font pas du tout face au principe pollueur-payeur. Ils ont un prix du carbone de 0. Même certains ont un prix négatif. C'est dommage que l'OCDE n'a pas reconnu, mais il y a plein d'usages de l'énergie fossile qui sont subventionnés par les États. Je suis belge, j'ai des beaux-frères et des belles-sœurs qui habitent en Belgique, ils travaillent dans des grandes entreprises internationales, ils ont des voitures de fonction. Et l'entreprise leur paye leur essence, même quand ils partent en vacances à l'étranger. Ben ça, c'est une subvention, c'est un pouce au crime des émissions de CO2. Après, parler d'une taxe carbone pour ces gens-là, vous comprenez qu'ils me rigonnaient. Ils ne sont absolument pas affectés par ça. Leur employeur peut-être. Donc voilà, donc vous voyez que finalement, regardez, il y a 90% des émissions de CO2 dans les pays riches qui subissent un prix du carbone inférieur à 40 € la tonne de CO2. Quand je vous dis à la conclusion de ma leçon inaugurale, il faudrait qu'aujourd'hui, le prix du carbone soit de 150 € la tonne de CO2 si effectivement on veut atteindre l'objectif de moins 55% d'ici 2030, vous voyez qu'on est très, même s'il y a déjà des efforts de tarification du carbone, on est très très loin du compte. D'accord ? Alors, parfait. Nous avons donc en France, nous sommes en France exposés à deux mécanismes de tarification du carbone. Le premier, c'est la taxe carbone. Aujourd'hui, 44,5, je ne sais plus exactement, euros la tonne de CO2. Et ça couvre les émissions de CO2 engendrées dans le secteur de la mobilité, transport, et dans le secteur du résidentiel, de chauffage. D'accord ? 44 € la tonne de CO2 pour tous les citoyens français qui utilisent les énergies fossiles pour leur transport et pour leur chauffage. Il y a un deuxième mécanisme qui est concomitant à celui-là, celui-là est géré par l'Europe, puisqu'après tout, je vous rappelle que l'objectif, il est européen. Les moins 55%, c'est un objectif européen de réduction des émissions de CO2. Eh bien, l'Europe, ayant la responsabilité de faire baisser les émissions de CO2 de 55% d'ici à 2030, a mis en place depuis 2005, à l'époque où les objectifs étaient moins ambitieux, mais peu importe, un mécanisme de marché de permis d'émission, de marché ETS, dans lequel, effectivement, tous les émetteurs de CO2 des secteurs de l'industrie et du secteur de l'électricité, qui représentent globalement, je pense, si je me souviens bien, 45% des émissions de CO2 européennes, sont couvertes par ce mécanisme-là. Il en reste encore 55%, c'est la mobilité et le transport. Donc tous ces industriels-là sont obligés d'aller acheter des permis d'émission. Pour chaque tonne de CO2 émise, ils doivent aller s'assurer qu'ils ont dans leur compte les permis suffisants correspondant à ces tonnes de CO2 évitées. Et s'ils n'en ont pas assez, ils vont devoir aller acheter au jour le jour les permis qui leur manquent pour effectivement justifier ces émissions de CO2 auprès du régulateur européen qui vérifie la compatibilité des émissions observées avec la détention des permis correspondants. Il se fait que l'année 2021 a été absolument extraordinaire pour ce marché-là,
parce que, alors, petit historique, hein, donc on a installé ce système de façon expérimentale en 2005 jusqu'en 2008, et puis à partir de 2008, on a fait vraiment de façon opérationnelle. Mais hélas, 2008, ça vous dit peut-être quelque chose, crise des subprimes, donc forte baisse de la production, donc forte baisse des besoins, enfin, des émissions de CO2, et donc des besoins d'acheter des permis sur ce marché. Et donc du coup, puisque la demande baisse, les prix sur ce marché se sont effondrés, sont pratiquement tombés à zéro à ce moment-là. Puis la crise de la zone euro, 2012, ça ne va pas super non plus. Pendant un certain nombre d'années, les prix des permis d'émission sont stagnés entre 0 et 10 euros la tonne de CO2. Et puis à partir d'il y a 2 ans, parce que notamment l'Union européenne a décidé de sortir un certain nombre de permis excédentaires sur le marché, en tout cas de les mettre au frigo. Le système n'est pas top, mais parce qu'en même temps que les gens, les investisseurs n'ont pas des idées claires sur les anticipations qu'on peut avoir sur est-ce que finalement ces permis vont être réinjectés dans le marché ou pas. Ça va avoir un impact important sur l'évolution du prix sur ce marché. Mais voilà, l'Union européenne a pris ses responsabilités, constatant qu'il fallait absolument faire monter le prix. La conséquence, c'est qu'à partir, là je vous remets, pour l'ensemble de l'année 2021, depuis le 1er janvier 2021, non pardon, oui, le 4 janvier 2021, premier jour de trading de l'année 2021, jusqu'à pratiquement la fin de l'année. En fait, j'ai pas eu le temps j'aurais dû vous faire une actualisation de ce graphique, mais j'ai pas eu le temps, j'ai quelques activités professionnelles qui me prennent beaucoup de temps à Toulouse ces jours-ci. Voilà l'évolution du prix de la tonne de CO2 sur le marché. Donc à la fin de l'année 2021, le prix est monté jusqu'à un jour, pratiquement le jour d'ailleurs de Malson-Dugural, 9 décembre, à son sommet de 90 euros. Donc multiplication par un facteur 3 du prix du carbone sur le marché ETS. Évidemment, ça a un impact considérable, parce que ça veut dire une chose très très simple, notamment que le charbon va disparaître très rapidement du mix électrique européen. Il faut regarder effectivement si le prix relatif du charbon et du gaz naturel sur le marché vont rester au même niveau. Alors, il y a des turbulences là-dessus sur le marché actuellement, on n'y voit pas très clair, mais normalement avec un prix comme celui-là, le charbon devient non compétitif. Tous les actifs des usines de charbon en Europe vont devenir des actifs échoués, des stranded assets, comme on dit, hein, ne plus pouvoir les utiliser parce qu'elles sont plus compétitives par rapport au gaz naturel. Même si le gaz naturel n'est pas parfait, il est beaucoup moins brun. Il est beaucoup moins brun que le charbon, c'est le cas de le dire. Alors, et depuis, je suis regardé ce matin, depuis Malson-Dugural, le prix est resté stable autour de 80 euros la tonne de CO2. Aujourd'hui, nous avons sur la table, et là je fais un petit peu d'actualité, analyse de propositions de politique climatique européenne. Donc, en Europe, on a un énorme trou dans la raquette. L'énorme trou dans la raquette, c'est le secteur de la mobilité, le secteur du résidentiel. D'ailleurs, ce sont deux secteurs qui ont très peu contribué, et même pas contribué du tout, à l'effort de réduction des émissions de CO2. On émet plus de CO2, malgré les bénéfices, l'amélioration de l'efficacité des véhicules, nombre de kilomètres parcourus par litre d'essence. Comme on roule plus qu'avant, eh bien, le secteur de la mobilité émet plus de CO2 qu'il y a 10 ans. D'accord ? Donc on ne va pas dans la bonne direction. Oui, c'est ça. Donc, en Europe, excusez-moi, j'ai un petit trou de mémoire. En Europe, je vous ai dit, le système ETS, il ne couvre que les émissions de CO2 du secteur de l'électricité et de la sidérurgie. Rien, il n'y a pas de signal prix au niveau global européen pour les secteurs de la mobilité, du résidentiel et des autres. Je n'ai pas parlé de l'agriculture, j'aurais dû, évidemment, l'agriculture, c'est beaucoup plus compliqué à observer les émissions de CO2 ou de gaz à effet de serre, le méthane.
ou les protoxydes d'azote, je balaye sous le tapis, c'est un sujet en soi extrêmement compliqué. Mais pour le secteur de la mobilité, le secteur du résidentiel, l'Europe n'a rien fait en termes de signal prix. L'Europe a fait des choses. L'Europe a imposé des standards dans le secteur automobile, par exemple. Mais malgré ça, ça n'a pas marché. Et puis je pourrais vous parler du Dieselgate, le scandale Volkswagen, dans lequel on a prétendu faire des efforts de réduction de CO2 qui étaient totalement virtuels. Qui d'ailleurs est une belle illustration aussi du command and control, l'option 1 de interdit, standard et tout, ne marche pas toujours parfaitement, notamment pour des questions d'observabilité des émissions de CO2. Donc l'Europe, constatant qu'elle a ce trou énorme dans la raquette, alors un certain nombre de pays ont essayé de compenser, notamment la France, avec une taxe carbone sur ce secteur. L'Allemagne a mis en place depuis 1 an et demi un marché de permis pour ces deux secteurs qui ne sont pas exposés au prix du carbone européen. Mais voilà, l'Europe aujourd'hui, en tout cas la Commission européenne, a remis le 14 juillet 2021 un ensemble de propositions, de packages qui s'appelle Fit for 55, excusez-moi, on va l'appeler Pacte vert européen. Et dans ce package, il y a 2 éléments clés. Premier élément, élargissement de la tarification carbone à l'ensemble des émissions territoriales de l'Europe. Et donc, ici, création d'un deuxième marché ETS, où tous les intermédiaires qui vous vendent de l'essence à la pompe ou du gasoil pour votre chauffage vont devoir aller acheter des permis d'émission sur ce nouveau marché correspondant au CO2 qui sera émis en organisant la combustion de ces énergies fossiles. Donc vous n'y verrez que du feu. Moi, je n'avais pas pensé à ce jeu de mots. Vous n'y verrez que du feu, parce que ce n'est pas vous qui payerez, c'est pas vous qui allez devoir acheter des permis correspondants, c'est votre distributeur. Donc c'est assez facile à mettre en place. Ça ne pose pas de problème particulier de complexité pour les consommateurs. Évidemment, tout le monde n'est pas d'accord, et je crains que cette proposition bruxelloise ne passe pas la barre d'un accord des 27 pays pour mettre ça en place. Donc ça va être assez compliqué. Et une des raisons, me disent les gens du ministère de l'écologie, c'est vous n'y pensez pas, on a déjà eu le mouvement des Gilets jaunes, on ne va pas en plus s'en taper un deuxième au niveau européen. Donc ce qui est important, et là c'est Dominique Bureau qui martèle cette idée, et me semble très importante, c'est de dire à tous les pays qui vont refuser cette tarification carbone, il faut leur demander, vous avez 2 options si vous refusez le marché ETS pour ces nouveaux secteurs, soit vous proposez des stratégies alternatives qui permettent d'atteindre le même objectif que le signal prix, soit vous reconnaissez publiquement qu'on n'atteindra pas les 55%. Et vous retournez devant votre Parlement et votre opinion publique pour le détailler. D'accord ? Parce que le plus probable, c'est qu'on refuse le deuxième marché, celui que je viens de vous présenter, et qu'on cache aux citoyens européens que ça implique qu'on n'arrivera pas aux réductions de 55%. Déni de démocratie. Deuxième élément fondamental dans le marché de permis d'émission, dans le pacte vert européen, c'est vous en avez beaucoup entendu parler, et ça c'est massivement soutenu par la France, et Emmanuel Macron s'est engagé à ce que le semestre européen qu'il préside fasse avancer ce dossier, installation d'ajustement carbone aux frontières, de manière à ce que ça ne soit plus un objectif de réduire les émissions de CO2 territoriales sur l'Europe, mais que ça soit un objectif de réduire toutes les émissions de CO2 liées à la consommation de biens et services réalisés en Europe. Vous voyez, c'est un changement de philosophie, ce qui pose d'ailleurs un certain nombre de problèmes, parce que, par exemple, l'accord de Paris met des contraintes, des objectifs sur les émissions de CO2 territoriales, pas sur les émissions de CO2 liées à votre consommation. Beaucoup de biens que vous consommez engendrent des émissions de CO2 qui ont été faites en Chine et ailleurs,
qui vous ont fabriqué ces produits, qui vous l'ont exporté, transporté en bateau jusque dans les ports européens, et qui vous l'ont. Et donc ce CO2-là, il n'est pas compté dans les moins 55%. Hein. Moins 55%, c'est juste pour les émissions territoriales. Or, observez qu'une des raisons, on a baissé en Europe de 22% des émissions de CO2 depuis 1990. C'est un petit peu une description de sacrifice des Européens un peu biaisée. Parce que, enfin oui, c'est des sacrifices, mais une bonne partie de ces réductions des émissions de CO2 sont en fait des fuites de carbone, c'est-à-dire que on a désindustrialisé l'Europe pour aller industrialiser la Chine, par exemple, ou l'Inde. D'accord ? Et donc, on a simplement déplacé les émissions de CO2 qui ne sont plus comptées comme émissions européennes, ils sont comptées comme émissions chinoises ou indiennes. D'accord ? Donc, c'est un peu, d'un terme de la responsabilité des consommateurs, dire on a déjà fait un gros effort de 22%, c'est un peu biaisé comme analyse. Hein. Donc l'idée, c'est d'installer des ajustements aux frontières qui soient au niveau du prix du carbone qui prévaudrait à l'intérieur des frontières de l'Union, de manière à organiser ce qu'on appelle en anglais le level playing field, hein, éliminer cette distorsion de concurrence entre les producteurs européens qui doivent acheter les permis d'émission sur le marché de permis et les producteurs extra-européens qui, eux, ne doivent pas payer ces émissions liées à leur production. C'est une distorsion de concurrence et l'ajustement aux frontières est juste une idée qui n'est pas une idée protectionniste, pas du tout. C'est une idée d'éliminer une distorsion de concurrence par rapport à d'autres pays qui refusent une ambition collective sur le climat. C'est aussi une autre façon de voir ça, c'est aussi une solution qui permet d'exporter notre ambition vers les pays étrangers, vers les partenaires commerciaux. En faisant payer cet ajustement aux frontières, eh bien vous allez faire rentrer une taxe carbone équivalente dans les coffres de l'Union européenne, correspondant aux émissions réalisées en Chine, alors que si la Chine, évidemment ces ajustements aux frontières, je devrais commencer par là, ces ajustements aux frontières seront basés, cette taxe carbone, si vous voulez, sera basée sur le différentiel de prix interne du carbone en Europe par rapport au prix observé en Chine. Si, par exemple, en Europe, le prix du carbone est à 90 € et qu'en Chine, c'est 10 €, c'est plutôt 5 € aujourd'hui sur le marché chinois, eh bien, on va faire payer le différentiel de 85 € la tonne de CO2 évitée pour toutes les importations qui viennent de Chine. D'accord ? Si la Chine décidait demain de faire monter le prix du carbone à 60 € la tonne de CO2, eh bien, l'ajustement ne serait plus que de 20 €. Voyez ? Et de cette façon, la Chine y trouve un intérêt. Elle va pouvoir collecter un revenu fiscal qui va rentrer dans ses coffres plutôt qu'il ne rentre dans les coffres de l'Union européenne. Et donc, ces ajustements aux frontières, c'est aussi une incitation pour tous nos partenaires commerciaux de prendre l'ambition climatique collective à bras-le-corps plutôt que jouer le jeu du passager clandestin et attendre que l'Europe et les États-Unis fassent les efforts et tout en bénéficiant de leur désindustrialisation parce qu'ils imposeront un prix important de carbone pour leur industrie. Voilà. Donc, alors, un des problèmes aujourd'hui, c'est que Emmanuel Macron, la France et beaucoup de pays disent « oui, on va mettre en place un ajustement aux frontières », mais oublient de dire que cet ajustement aux frontières, c'est du level playing field, c'est l'élimination d'une distorsion de concurrence. Il ne faudrait pas qu'il y en ait nous-mêmes des trous dans la raquette des prix de la tarification uniforme du carbone en Europe. On peut aller à l'OMC et dire, écoutez, regardez, nous, en interne, on a 80 € la tonne de CO2 pour toutes nos émissions de CO2, et la Chine ne met que 10 €, et bien, donc on a le droit à éliminer la distorsion de concurrence en mettant un ajustement de 70 €. Pour ça, il faut qu'effectivement, nous ayons une tarification uniforme du carbone au sein de l'Union européenne. Sinon, on va se faire descendre à l'OMC. Et donc, aujourd'hui, il est totalement incohérent de défendre une solution consistant à mettre des ajustements aux frontières si, en même temps, on ne met pas en place le deuxième marché de permis d'émission que propose Bruxelles. Et donc, ce n'est pas possible aujourd'hui qu'il y ait dans les négociations à Bruxelles des pays qui disent « mettons des ajustements aux frontières » qui, en même temps, refusent le deuxième marché.
D'accord ? Donc là, il faudra, j'espère que le ministère de l'écologie m'écoute. Je pense qu'on va se faire. Et d'ailleurs, je soupçonne que ça soit une stratégie d'un certain nombre de lobbies pour tuer la solution de deuxième marché ou pour tuer l'ajustement frontière. Là, je ne vais pas en dire plus. Alors, je reviens sur le ministère de l'écologie qui dit ah non, pas de marché de permis parce que la gilet jaune. Il faut bien réaliser que pour la France, le deuxième marché de permis, ça ne pose pas un problème pour les consommateurs. Pourquoi ? Parce qu'évidemment qu'on va substituer le jour où le marché de permis sur la mobilité est installé en Europe, on va évidemment démanteler la taxe carbone qui est déjà payée par les, enfin j'espère, payée par les citoyens français, les conducteurs français, et donc c'est pour les citoyens français, ça sera complètement neutre. Voilà, je voudrais terminer, juste 2 minutes, je reviendrai sans doute là-dessus la semaine prochaine, mais Kathleen va beaucoup en parler, peut-être que ça ne vaudra pas la peine que j'y revienne. Problème des inégalités. Il y a un problème fondamental, c'est que certains ménages sont beaucoup plus vulnérables à un prix du carbone. Le pouvoir d'achat d'un certain nombre de ménages est beaucoup plus... certains ménages sont beaucoup plus vulnérables en termes de pouvoir d'achat face à une hausse du prix du carbone, en particulier les ménages modestes. Pourquoi ? Parce que ce que l'on sait, c'est que la part du budget, la part du revenu des ménages français consacrée à la demande d'énergie, cette part, elle est décroissante avec le revenu. Les ménages les plus modestes consacrent une part beaucoup plus importante de leur revenu à l'achat d'énergie que les ménages les plus riches. En l'absolu, les ménages plus riches ont de plus grosses voitures et des plus grosses maisons et donc consomment plus d'énergie, mais en relatif, en proportion, en pourcentage du revenu, les ménages les plus modestes consacrent une partie plus importante de leur revenu à cette demande d'énergie. Et donc, quand vous augmentez le prix de l'énergie, vous accroissez les inégalités. Les ménages les plus modestes vont avoir un impact sur le pouvoir d'achat plus important que les ménages les plus riches. Et donc, c'est vrai qu'il y a un lien entre l'effort de réduction des émissions de CO2 et lutte contre les inégalités. C'est un problème pour la taxe carbone, puisque la taxe carbone va faire monter le prix des énergies fossiles. Et comme la plus grosse part de l'énergie des Français reste encore de l'énergie fossile, eh bien, c'est un impact non négligeable. D'accord ? Donc on a cette hausse du prix du carbone est défavorable pour les inégalités. Mais notez que c'est pas... Alors les gens me disent « Ah oui, mais donc il ne faut pas faire le prix du carbone ». Notez que, en fait, la taxe carbone, elle va engendrer un revenu fiscal. Ce revenu fiscal peut être utilisé pour compenser les ménages les plus modestes. Et je pense que Kathleen vous en parlera, ça implique que globalement, si vous utilisez intelligemment, ce qui n'a pas été le cas jusqu'à maintenant en France, mais si vous utilisez intelligemment le revenu fiscal, ce qu'on appelle le dividende carbone parmi les économistes, si vous l'utilisez de façon intelligente, vous allez pouvoir combiner lutte contre les inégalités et lutte contre le changement climatique. Ce qui n'est pas vrai pour des tas d'autres politiques climatiques. Je vous donne l'exemple du bonus-malus automobile. C'est qui bénéficie du bonus écologique des voitures électriques? Mais c'est des gens qui achètent des voitures électriques. C'est qui achète des voitures électriques? Ce n'est pas les ménages modestes. La voiture électrique est encore inatteignable en termes de prix pour cette classe de la population. Donc vous avez là une politique qui est favorable aux plus riches. Autre exemple, je vous ai parlé la semaine dernière des panneaux photovoltaïques installés sur leur toit avec un prix de rachat de 60 centimes le kilowattheure. C'est qui a profité de cette manne financière de 2010 à 2030 ? Ce sont les propriétaires de maisons qui sont propriétaires de leur toit, qui peuvent installer ces panneaux sur leur toit. Et en plus, cette manne financière, elle n'engendre pas du tout de revenu fiscal pour l'État qui pourrait être utilisé pour compenser les inégalités. Et en plus, ce surcoût dans le coût de production de l'électricité, elle est payée par tous les ménages qui achètent de l'électricité.
D'accord? C'est les contributions au service public de l'électricité, c'est 17%, je sais pas, quelque part entre 15 et 20% du prix de l'électricité que les ménages français, mais tous les ménages, les pauvres comme les riches. Donc c'est l'impact, parce qu'on pense que le prix du carbone, c'est le seul mécanisme qui fait porter des coûts aux ménages. Mais la réalité, c'est qu'il n'y a pas de caverne d'Alibaba pour financer la transition énergétique et qu'in fine, c'est toujours les consommateurs qui payent. Et dans ce cas-ci, la politique de développement de subventions pour les panneaux photovoltaïques, c'est payé par les consommateurs d'électricité. Et donc, ça a exactement le même effet régressif en termes d'inégalité. Les ménages les plus modestes consacrent une part plus importante de leurs revenus pour acheter de l'électricité que les ménages plus riches. Et donc, quand vous imposez une contribution sociale au service public pour l'énergie, eh ben, vous faites la même chose que pour la taxe carbone, vous augmentez le prix de l'énergie, vous augmentez les inégalités, mais ici, vous n'avez pas de revenu fiscal qui permet de faire la compensation. Voilà, je vais m'arrêter là. Juste pour conclure, un petit mot un petit mot de mise en perspective. Juste là. Je pense, donc j'ai essayé de vous convaincre aujourd'hui qu'un prix du carbone, par exemple une taxe carbone, c'est une solution intelligente pour réorganiser la société, préservant les libertés et en même temps en alignant les intérêts privés avec l'intérêt général. Le problème de ce mécanisme-là, c'est une myriade d'incompréhensions vis-à-vis du public. Je vous en ai exprimé un certain nombre. Aujourd'hui, je pense qu'il y a vraiment besoin d'avoir un débat, et ce débat est en cours, mais il reste compliqué, et hélas, il n'est pas porté par les politiques parce que taxe carbone, c'est un sujet de friction au sein de la société française, en partie dû à des grandes incompréhensions, en particulier cette utopie d'une transition énergétique sans coût, qui est fait effectivement que la taxe carbone qui est totalement transparente sur le fait que les ménages ont payé, la rend inacceptable, alors que les ménages français, de toute façon, vont d'une façon ou d'une autre être impactés dans leur pouvoir d'achat. Alors, c'est pas, sur le long terme, ce n'est pas un impact très important. C'est un impact beaucoup moins important, par exemple, que celui lié à la hausse du prix du gaz naturel sur le marché européen. C'est infiniment plus petit. Là, on subit un choc, les consommateurs français vont subir un choc dans les mois à venir considérable lié à l'augmentation du prix du gaz naturel en Europe. L'augmentation du prix du carbone va être absolument graduelle sur 30 ans. Donc, voilà. Je vais m'arrêter ici. Merci beaucoup pour votre attention. Je vais demander à Kathleen Schubert de monter sur la scène et on va commencer pratiquement directement le temps que je te passe le micro. Voilà.